Bonjour Antoine Dantès, qui êtes-vous? Alors j'ai 33 ans, je suis marié, père d'un garçon, je suis juriste, je vis en région lyonnaise et je suis animateur national de la pétition référendum UE. Pourquoi avoir signé cette pétition? Pourquoi avoir signé cette pétition? Eh bien, il me semblait que c'était le plus petit dénominateur commun entre toutes les personnes qui s'opposaient à l'Union européenne je dirais l'outil le plus pertinent à mon sens pour arriver à obtenir la sortie de la France de l'Union européenne. Quelles sont les conséquences de l'Union européenne sur votre vie ou votre activité? Alors, étant juriste, j'en vois beaucoup, puisque le droit français est éminemment imprégné de droit européen. Et on constate en fait dans bon nombre d'exemples que les dispositions nationales ont été largement supplantées par les dispositions européennes, parfois influencées par des droits nationaux comme le droit français, mais parfois influencées par d'autres droits nationaux. Et puis ensuite, je dirais, comme tout Français, je vois la dégradation de la situation de la France, la dégradation de nos services publics notamment. Tout ça est intimement lié, nous le verrons par la suite, je pense, mais à l'Union européenne. À quel moment avez-vous cessé de croire en l'Union européenne? Alors j'ai cessé de croire en l'Union européenne à la fac de droit, première année de droit. J'ai eu la chance de suivre les cours de Madame le professeur Anne-Marie Le Pourriette, qui m'a ouvert les yeux sur bon nombre de choses, notamment sur toutes les questions de souveraineté sur l'impact en fait, de l'Union européenne sur la souveraineté nationale et populaire. Quelles sont les trois critiques que vous adresseriez à l'UE s'il n'y en avait que trois? Alors si on doit se contenter de trois critiques, je dirais que la première est qu'elle n'est pas légitime et qu'elle est antidémocratique. Tout simplement parce qu'elle s'appuie sur un traité de Lisbonne qui a été signé en dépit du refus de deux peuples de le signer, notamment du peuple français, en 2005. La deuxième critique, c'est que c'est un projet, et là je vais peut-être aller un petit peu à contre-courant de certains de vos invités, mais pour moi c'est un projet antilibéral, dans la mesure où l'Union européenne est une machine à produire de la norme contraignante en cascade à restreindre la liberté des États des entreprises et des concitoyens au sein de l'Union européenne, à empêcher parfois le marché de faire bien les choses notamment, je pense, au droit de la concurrence, à empêcher l'émergence de géants nationaux ou continentaux. Et enfin, si je devais faire une troisième critique à l'Union européenne, c'est que c'est un formidable levier d'impuissance, au lieu d'être un levier de puissance, dans la mesure où les décisions devant être prises la plupart du temps à 27, et notamment par consensus, elles empêchent tout État de faire preuve d'initiative et de marge de manœuvre sur des sujets significatifs et régaliens. Le fait de devoir systématiquement se mettre d'accord à 27 rend l'Union européenne profondément inopérante et paralyse les États face aux blocs qui sont en train d'émerger ailleurs sur la planète. Pourquoi faut-il en passer par un référendum? Eh bien parce qu'en France, le peuple est souverain. Ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. Donc le peuple a voté par référendum Maastricht et donc la création de l'Union européenne. Et s'il devait y avoir une sortie de la France de l'Union européenne, le peuple est le seul habilité, à mon sens, à pouvoir se prononcer. Une fois hors de l'UE, quelles seraient les trois décisions prioritaires à prendre selon vous? Alors le maître mot serait de reprendre nos prérogatives régaliennes, notamment en matière évidemment juridique, en matière économique et en matière migratoire. Pourquoi? Parce que ce sont trois éléments extrêmement importants aujourd'hui pour les Français. Le premier, c'est la mère de toutes les batailles, puisque nous sommes dans un système avec un état de droit, et donc il faut changer le droit pour que l'État puisse agir sur tout un tas de sujets, de domaines, mais en tous les cas redonner la force au peuple et au Parlement, à sa représentation nationale, de pouvoir prendre les décisions qui résultent des élections successives. Que si les Français souhaitent avoir une politique de droite, ils aient une politique de droite. S'ils souhaitent avoir une politique de gauche, ils aient une politique de gauche. S'ils souhaitent avoir une politique sociale, ils aient une politique sociale, etc. etc. Le volet économique, eh bien, parce que nous sommes dans une compétition de plus en plus féroce au niveau international. La mondialisation heureuse est terminée.
Et je suis convaincu que les États qui s'en sortiront à terme sont les États qui feront preuve de souplesse, d'agilité, d'inventivité et surtout qui briseront certains tabous qui ont été établis depuis des années sur notre continent, notamment avec la commande publique. Si on veut voir émerger des champions dans le numérique, il faut jouer sur ce levier-là. Si on veut protéger nos marchés, reconstituer des marchés, il faut mettre en place du protectionnisme. Donc ce volet économique, il faut évidemment reprendre la main dessus. Et en matière migratoire, parce qu'il me semble que c'est un sujet qui fait aujourd'hui consensus en France et qu'il y a une vraie volonté pour la France de retrouver la maîtrise de ses frontières. Comment évoluera la France si nous restons dans l'Union européenne? Si nous restons dans l'Union européenne, je pense que la France va continuer de dépérir. Nous allons continuer de nous affaiblir, nous appauvrir, perdre des prérogatives et des marges de manœuvre. Et la sortie ou la fin de l'Union européenne, qui me semble assez inéluctable, n'en sera que plus douloureuse. Merci Antoine pour ces réponses. Nous poursuivons donc l'émission avec la deuxième partie, la partie entretien. Je vous invite à commenter, partager, aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons grand besoin de votre soutien. Alors Antoine, on va partir plutôt autour du thème du référendum puisque c'est le cœur de l'activité de Référendum UE. D'abord, pour partir, disons, du projet Référendum UE en tant que tel, où en est l'équipe Référendum UE à propos de la pétition? Et ensuite, on parlera dans un deuxième temps de pourquoi il faut promouvoir le référendum selon toi. Alors l'équipe est très active, on a la chance d'avoir des personnes très investies qui produisent du contenu quasiment quotidiennement maintenant sur les réseaux sociaux. Donc l'occasion également pour vous inviter à vous abonner. On est présent sur les 4 principaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Donc il y a des visuels qui sont faits, on essaye de créer un imaginaire et une dynamique militante basée beaucoup sur le visuel. On a la même génération, donc on a beaucoup connu le même. L'idée, c'est un peu de faire ça en plus travailler. Donc j'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les personnes qui travaillent quotidiennement sur ça. En termes de signature, donc au moment où je suis devenu animateur national, on était au mois de septembre 2025, on était à peu près à 34 000. Aujourd'hui, on est à 48 000, donc c'est pas mal, on a plutôt une bonne dynamique. La pétition était restée un peu endormie pendant plusieurs années. Là, il y a un vrai dynamisme, un vrai élan qui est donné. On a eu des actions de terrain qui ont été menées au mois de mai, pendant le mois de l'Europe. Une à Lyon, une à Nantes et une à Tours. Donc l'idée, c'est de reproduire ça, évidemment, de plus en plus. Et de continuer à mailler le territoire avec des animateurs régionaux qu'on recrute afin de pouvoir porter la pétition localement et proposer des actions, du contenu, des rencontres entre différentes personnes souverainistes localement. Alors, la pétition en tant que telle n'est qu'un moyen, ce n'est pas le but. Le but, c'est de promouvoir un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Alors quelle forme prennent les activités de Référendum UE et comment se déroulent les opérations? Est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que vous avez des difficultés? Quelles sont-elles, si elles existent, etc. Alors je dirais que la pétition, effectivement, c'est un moyen, mais c'est un moyen qui débouche sur beaucoup de choses. Alors, certes, il y a le référendum sur l'Union européenne, mais l'idée, à terme, c'est également de travailler sur pourquoi est-ce qu'on veut un référendum sur l'Union européenne. Vous voyez, pendant l'opération lyonnaise, on a fait un tractage, puis un petit micro-trottoir qui sera diffusé sur cette chaîne. Ce qui était frappant, c'est que les gens ont de manière générale une opinion plutôt positive de l'Union européenne, par défaut, on va dire. Et puis quand on creuse le sujet, qu'on discute avec eux, qu'on arrive à comprendre ce qui est leur centre d'intérêt, ce qui les concerne au quotidien, et qu'on arrive à rattacher cette chose-là à l'Union européenne et aux aspects nocifs de l'Union européenne, très rapidement, on arrive à emporter la conviction de son interlocuteur. Donc il faut travailler sur ce discours-là, il faut travailler pour atteindre le plus de gens possible. Sur les actions de référendum UE, on a plusieurs façons en fait, de militer. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a d'assez pratique au XXIe siècle.
On peut donner des tracts, coller des affiches, coller des stickers, ce genre de choses-là, qui est un militantisme un peu plus classique. Mais on peut également militer sur Internet en relayant du contenu, en relayant les visuels, en allant partager les publications, le discours, etc., les éléments de langage qui sont produits. On peut aider aussi en soutenant financièrement, ça c'est toujours très très important, parce que ce soutien financier, c'est ce qui permet de payer nos tracts. Les gens nous demandaient qui vous êtes, comment vous faites, on expliquait, vous voyez, vous signez la pétition à cet endroit-là, là vous avez la possibilité de donner. Les dons que nous donnent les gens, c'est ce qui permet de payer les tracts, c'est ce qui permet de financer le matériel qui est ici dans ce studio, c'est tout ça en fait. Donc il y a beaucoup de manières de nous soutenir. On a cette chaîne YouTube qui est en train de se développer tranquillement avec des invités qui jouent le jeu. Je les en remercie énormément, tous ceux qui ont accepté de se prêter au jeu, de venir répondre devant cette caméra. Et voilà, on essaye de développer cette offre politique dans le temps, de la pérenniser, de la structurer et d'avoir la constitution d'une force politique souverainiste assez conséquente. Alors, tu as évoqué à plusieurs reprises les opérations de terrain où vous avez notamment conduit des micro-trottoirs. Quels sont les retours que vous avez, tu as évoqué la vision positive de l'Union européenne, mais quels sont les retours que vous avez de la part des gens que vous croisez, que vous côtoyez, sur les actions qui sont menées? Est-ce que ça les surprend? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils sont très hostiles? Alors, je vais vous raconter une anecdote assez rigolote, mais quand on a fait le tractage, bon, tout le monde sait, toutes les personnes qui ont déjà distribué un tract vont voir à quoi je fais référence. Vous avez toujours une phrase d'accroche. On ne distribue jamais un tract comme ça, en se taisant et en tendant le bras pour donner un papier. On essaye toujours d'avoir une phrase d'accroche pour attirer un peu l'attention de la personne, qu'elle prenne le tract et que voilà, on fasse déjà une première entrée. Et donc on teste des phrases. Toutes les phrases que j'ai testées en parlant de l'Union européenne en premier plan, donc on a fait ça le jour de la fête de l'Europe, que c'était soit Europe ou Union européenne, personne ne prenait un tract. J'ai pas eu une personne qui a pris un tract. En revanche, lorsque j'ai mis en avant le thème du référendum, j'ai eu 90% de personnes qui prenaient les tracts. Les retours étaient assez positifs. Beaucoup de gens étaient curieux. On était sur la place Bellecour, donc pour ceux qui se situent, c'est en plein cœur de la presqu'île de Lyon. Et la mairie a installé une œuvre d'art. Je laisserai à chacun la liberté de juger la qualité de cette œuvre ou non. Qui a un avantage, c'est qu'elle donne quelques points d'ombre en fait sur la place, parce qu'il y a des draps en fait et des poutres. C'est des draps en fait qui sont soutenus par des poutres. Et donc les gens étaient en état stationnaire, assis sur les poutres, etc., sur la place, ce qui prêtait plutôt le flanc à ce qu'on puisse discuter avec eux, engager la conversation, etc. On a eu des échanges, c'est assez intéressant. La démocratie, le référendum sont des thèmes qui parlent beaucoup aux gens, encore aujourd'hui, même si ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Il y a une vraie demande, il y a une vraie appétence pour tout ça. Sur l'Union européenne, comme je vous disais, il y a certes un aspect positif, mais un regard quand même très critique. Beaucoup de réactions de gens qui étaient soit désabusés par le fonctionnement aujourd'hui de nos institutions, où on ne consulte plus vraiment en fait, la population, mais qui manifestaient quand même une hostilité vis-à-vis de l'Union européenne, mais un peu désabusés en disant bon, on a déjà voté, on sait ce que ça donne. D'autres qui sont beaucoup plus combatifs. Je sais qu'il y a une grand-mère qui a rapidement signé et qui m'a dit non, mais moi j'ai toujours été convaincu que ça ne marchait pas. Montrez-moi où est-ce que je signe votre truc, vous me tenez informé de ce qui va se passer. Donc voilà, c'était assez divers, comme l'est toute la population française, mais beaucoup de retours positifs et beaucoup plus que ce que je ne l'imaginais dans une grande métropole comme Lyon. On était en plus en plein mois de mai, donc on rappelle que le dernier référendum en date de l'histoire de France a eu lieu le 29 mai 2005. Est-ce que ce sujet revient régulièrement? Parce que quand on parle de l'Union européenne, on pense aussi au référendum 2005, même si ce n'est pas exactement le même thème que le référendum propose. Mais est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? Est-ce qu'on vous parle beaucoup de 2005 lorsque vous parlez aux gens dans la rue? Alors, plusieurs personnes, ce que je disais, c'est qu'ils étaient assez désabusés, en parlaient. D'autres étaient au contraire beaucoup plus vindicatives et
je dirais, manifester une hostilité plus ardente du fait justement de 2005. Alors, il y a aussi une question de génération, hein. J'ai interrogé 3 personnes qui n'étaient pas nées au moment du dernier référendum. Donc ça commence à faire, hein, ça fait 21 ans. J'ai même eu des jeunes, quand je tractais, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un référendum. J'ai dû leur expliquer ce que c'était qu'un référendum. Je dirais que ça dépend déjà de l'âge de la personne, de son niveau de politisation ou pas, mais de manière générale, quand on mettait le sujet de 2005 sur la table, tout le monde trouvait que c'était scandaleux. Même les gens qui étaient favorables à l'Union européenne trouvaient ça scandaleux. D'ailleurs, en parlant de gens favorables à l'Union européenne, est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté de signer la pétition en disant oui, je suis pour qu'il y ait un référendum, mais je voterai contre? Alors oui, on en a eu des gens qui étaient très favorables à l'Union européenne et qui disaient, eh bien, si il y a une demande de la part de la population française qui fait jour, portant sur la tenue d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, que cette demande est sincère, qu'ils mettent des conditions évidemment de maintien de la sincérité du scrutin, l'absence de fraude, etc. Et dans ces conditions-là, évidemment que s'il y a une demande de la population, on sera favorable à ce qu'il y ait la tenue d'un référendum, puisque en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Donc cette idée fait consensus. Est-ce que tu penses qu'il y a dans une volonté de revanche par rapport à 2005 dans l'organisation de ce type de référendum, ou bien même à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens qui se disent non mais je ne signerai pas votre pétition parce que de toute façon on a déjà essayé en 2005, ça n'a pas marché, j'ai déjà soupé, quoi. Alors encore une fois, on a eu les deux cas. Il y a des gens qui sont, je dirais, pour lesquels 2005 et le souvenir de 2005 constituent une harangue contre l'Union européenne. Ils ne sont pas si nombreux que ça en réalité, parce que ce sont des gens qui sont plutôt politisés, très souvent à gauche d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça a été une campagne qui a été... il n'y a pas eu que la gauche qui l'a menée, puisque De Villiers et Jean-Marie Le Pen l'avaient fait à droite, mais c'est vrai qu'à gauche, ça a resté un souvenir militant assez important, j'ai l'impression. Et après, ceux qui sont désabusés, on a eu une discussion d'ailleurs avec un couple qui était à peu près dans mes âges, donc qui avait la trentaine, et qui disait oui, mais ça sert à rien parce qu'on a déjà voté. Et on leur a expliqué que la différence était quand même notoire. C'est-à-dire qu'en 2005, certes, il y a eu un vote, mais légalement, d'un point de vue juridique, le vote a été respecté. Le traité établissant une constitution pour l'Union européenne n'est pas entré en vigueur. Formellement, ce traité n'a pas été accepté. Ensuite, il y a eu le traité de Lisbonne qui a été rédigé et qui est passé par les voies du Congrès. Alors, d'un point de vue moral, légitimité politique, c'est un viol de l'expression démocratique des Français qui avait eu lieu 2 ans auparavant. Je n'en disconviens pas. Cependant, d'un point de vue légal et formel, le processus s'est déroulé de manière normale, de manière parfaitement normale. La différence avec notre référendum, c'est que ce référendum portant sur la sortie va avoir un effet performatif juridique immédiat. C'est-à-dire que si les Français votent oui, de fait, la France sort de l'Union européenne. Et on peut imaginer que ce référendum soit par exemple assorti d'une modification de la Constitution et de tout le titre qui porte sur l'Union européenne qui serait immédiatement supprimé. L'effet est immédiat. C'est-à-dire que ça rentre, c'est signé, ça passe au journal officiel, et puis la Constitution est formellement modifiée dans ce cas-là. Donc la chose est différente. Si on vote oui pour la sortie dans ce cas-là, eh bien, on sort. Il n'y a pas de chemin en arrière possible. C'est comme le dentifrice qui sort du tube. Alors imaginons qu'un tel référendum soit organisé. Ce référendum se précède d'une campagne. Et comment cette campagne, selon toi, se déroulerait-elle? Et on parlera des résultats après. Alors j'espère que cette campagne se déroulerait sous les meilleurs auspices, c'est-à-dire avec un relais médiatique à la hauteur de l'enjeu et de l'événement, mais je n'en doute pas car c'est quand même une question qui est clivante et qui est structurante. Donc je pense que les médias ne pourraient pas ne pas en parler de ce référendum sur lequel beaucoup de choses se joueraient. Et en fait l'avenir de la France sur plusieurs décennies, voire sur le siècle suivant, se jouerait avec cette question. Je pense que la répartition politique serait assez intéressante,
de voir qui défendrait quelle position, qui défendrait le oui, qui défendrait le non. Bon, j'ai déjà ma petite idée de qui défendrait le non, mais je pense qu'on pourrait être surpris de l'identité de ceux qui défendraient le oui pour des raisons parfois purement électoralistes, parfois purement politiciennes, mais qui pourraient avoir un énorme poids sur la décision finale. Cette campagne, elle donnerait un temps de parole égal aux tenants du oui et aux tenants du non, ce qui ferait que pour la première fois depuis 92, encore que 92, le temps de parole n'était pas forcément tout à fait équivalent. En 2005, c'était déjà un peu moins vrai. Mais ce qui fait qu'on reprendrait la main pour pouvoir défendre nos arguments à armes égales. Donc ça, c'est extrêmement important. Le sujet ne serait pas noyé dans une campagne présidentielle au milieu de tant d'autres, et on ne parlerait que de ça. Maintenant, cette campagne aboutirait à un vote. Et là, je ne peux pas me déjuger, hein, le peuple est souverain. Donc le peuple tranchera, soit pour le oui, soit pour le non. Moi, vous avez compris que ma position est plutôt d'être en faveur de la sortie, donc j'espère que le peuple voterait pour le oui. S'il voterait pour le non, eh bien, comme dit l'un de nos animateurs, comme a dit un jour l'un de nos animateurs régionaux, Philippe Comte, l'important en politique, c'est de se compter. Eh bien, on se comptera. Et on verra si réellement le camp du Frexit est si marginal que ça dans la population. Parce qu'aujourd'hui, le camp frexiteur est réduit à 1% des gens. S'il y a un référendum sur la sortie de l'Union européenne, je ne vois pas le oui gagner à plus de 55%. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait 45% de gens qui se prononceraient contre l'Union européenne pour la sortie. Et ça, c'est extrêmement important parce que sur cette base-là, on pourra structurer quelque chose, un peu à la manière de ce qu'ont fait les Québécois avec leur référendum pour l'indépendance. Certes, les indépendantistes avaient perdu, mais c'est ces référendums qui ont permis de structurer le combat politique et l'offre politique souverainiste qui a ensuite émergé et qui s'est ensuite développée et qui aboutira, je l'espère pour eux également, à l'obtention de leur souveraineté. Imaginons qu'on doive changer quelque chose au niveau du régime du référendum en France. Une chose, qu'est-ce que ce serait? Pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu changerais sur ça? Une chose sur les modalités du référendum. Compliqué, il y en aurait beaucoup à changer, mais je dirais que la première, c'est la personne apte à convoquer un référendum. Je pense qu'il faut laisser l'initiative à un nombre assez significatif de citoyens, 1 million par exemple, avec l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Et on a vu qu'Emmanuel Macron avait évoqué plusieurs fois la question référendaire. Et justement, tu viens d'évoquer le référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie crainte des dirigeants français autour du référendum? Alors je dirais qu'il y a une vraie crainte, mais je suis très content qu'Emmanuel Macron n'ait pas utilisé le référendum, parce qu'Emmanuel Macron a tendance à souiller à peu près tout ce qu'il touche. C'est l'inverse du roi Midas qui changeait en or ce qui touchait. Macron, c'est absolument l'inverse. Il a détruit les institutions de la Ve République. Il a absolument ravagé le champ politique français. Il a même réussi à faire exploser le fait majoritaire qui existait depuis 1962. Donc je suis content qu'Emmanuel Macron n'ait pas utilisé le référendum pour poser une question stupide ou complètement convenue à laquelle on sait que les Français allaient répondre favorablement. Il aurait pu le faire sur la fin de vie parce que c'était effectivement un thème de société important, mais c'était prendre le risque quelque part que le débat lui échappe et qu'il ne soit plus au centre de l'attention. Parce que lorsqu'il y a un référendum, à la fin on rappelle qui est le souverain. Et je pense que ça dérange les personnes comme Emmanuel Macron qui aiment se retrouver au centre du jeu et de l'attention générale. Et dernière question, question d'ouverture. Si la France venait à sortir de l'Union européenne, imaginons que scénario fiction, prospectif, le référendum a lieu, la France sort de l'Union européenne, je passe les détails. Quelles seraient les conséquences pour l'Union européenne, qui ne mourra pas au même moment, de la sortie de la France? La libération d'un continent. Je dirais que si la France sort de l'Union européenne, je ne vois pas comment l'Union européenne pourrait continuer sans la France. Il y aurait une nouvelle organisation continentale, je pense, parce que les Européens sont trop liés maintenant de manière économique pour rompre les relations de manière unilatérale.
La France ne va pas s'isoler complètement de l'Allemagne, de la même manière que l'Angleterre ne s'est pas isolée du reste du continent européen. D'ailleurs, je vous invite à remarquer que depuis le Brexit, jamais on a autant vu les Anglais présents sur la scène internationale aux côtés des Européens sur le sujet notamment du conflit russo-ukrainien. L'Angleterre a repris une place extrêmement importante à ce sujet-là. Donc non, je pense qu'il y aura une nouvelle organisation continentale sans supranationalité, puisque toutes ces institutions ont volé en éclats et je ne vois pas, vu les mouvements politiques qu'il y a aujourd'hui en Europe, je ne vois pas de force favorisant l'émergence d'une nouvelle institution supranationale s'imposer dans les différents pays. Donc je vois plutôt des coopérations à devenir entre les États et revenir à un état de ce qui a fait la richesse quelque part de l'Europe. Ce qui est fantastique en fait avec le continent européen, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on ne déteste pas l'Europe, hein. Bien au contraire, mais ce qu'il y a de fantastique avec ce continent, c'est que sur un tout petit territoire, vous avez une concentration de peuples, de cultures, d'art de vivre, de systèmes politiques, de philosophie, de modes de pensée extrêmement différents, qui font que toute cette richesse et toute cette émulation a porté le continent européen. Sur les systèmes politiques, c'est simple. Un système politique arrivait à s'imposer par rapport aux autres, les autres venaient ensuite l'imiter. Et cet aplanissement qu'a mis en place l'Union européenne est un peu comme une sorte de, comment dire ça, de castration quelque part chimique du continent européen et du génie des peuples. Et je pense que la France, dans son rôle historique, a toute sa place dans le rôle de libérateur du continent et de rendre au peuple leur liberté et leur souveraineté en montrant la voie et en mettant un terme à cette Union européenne. Antoine, merci pour être venu Merci à vous de l'invitation. avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le commenter, à le partager, à l'aimer, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à aller voir tous nos autres entretiens. En tout cas, vous êtes de plus en plus à nous soutenir et nous vous en remercions. À très bientôt.